Le scientisme veut donc faire en sorte que chacun des problèmes que rencontre l'humain puisse être expliqué logiquement et que chacune des solutions soit reliée à la science. Mais j'ai envie de penser que c'est quand même sacrément de la chiasse comme manière de penser. Avec cette crise sanitaire, je pense qu'il n'y a pas de meilleur moyen pour vous parler de ces gens qui ont décidé, après qu'on leur ait dit qu'ils avaient un cerveau, de le jeter dans le caniveau le plus proche. Alors, pour les autres, il s'agirait de mettre un petit peu de contexte autour de cette histoire. Nous sommes le 10 juin 2021, et lors de ma séance de sport habituelle, je regarde la dernière émission du talk show américain Louder with Crowder. Anglais 20/20. Un talk show humoristique et de revue d'actualité politique animé par Steven Crowder. Et quelle ne fut pas ma surprise de voir cette fois-ci un visage familier, celui d'Ethan Klein, le présentateur d'un podcast H3H3. Le visage d'Ethan m'est familier pour une raison simple. Si vous voulez, en tant que joueur de jeux vidéo, lorsque je joue à des jeux relativement répétitifs ou avec lesquels je suis familier, j'aime bien écouter ce qu'on appelle communément des podcasts, des enregistrements audio ou vidéo, où des personnes ne font rien d'autre que de parler de sujets divers et variés, plus ou moins comme à la radio. Et il fut un temps où j'écoutais les podcasts d'Ethan Klein. C'était d'ailleurs un podcast vachement intéressant, où de nombreux invités, allant de la simple personnalité jusqu'à la star, et parfois même des hommes politiques, se présentaient pour discuter avec les autres, en la personne d'Ethan, sa femme et son équipe technique. Intéressant de par la diversité des intervenants, intéressant car divertissant, le podcast H3H3 était un podcast que j'aimais écouter. Que j'aimais écouter. Aujourd'hui, ça n'est plus qu'un tas de fumier puant et nauséabond que même les insectes n'osent pas approcher. La bêtise, la politisation abusive du discours et la moralisation constante ont fait de cette émission un havre de paix pour ceux qui se sont dit que réfléchir. Oh non, c'est trop compliqué de réfléchir. J'ai décidé d'arrêter d'écouter leur podcast lorsque la campagne présidentielle pour les élections américaines de 2020 approchait. Étonnamment, à cette période, Ethan et son équipe, et essentiellement son producteur, qui s'avère être un des membres de l'équipe technique, ont pris à bras-le-corps d'être les parangons de la vraie politique, et de déverser à chacune des occasions possibles leurs idées dans le discours. Ouais, j'ai mangé un burger l'autre fois. Ouais, j'ai eu la chiasse pendant quelques jours, donc si je m'en vais en courant, c'est normal. Et d'ailleurs, vous savez que dans ce pays, on n'a toujours pas accès à tous les citoyens à un burger équivalent. Moi, je veux que le prochain président américain il fasse ça, attention. Hein. Bon, je caricature, mais bon, c'est un peu l'idée, quoi. Et quand bien même je porte beaucoup d'intérêt à la politique, dans mon coin, personnellement, lorsque je regarde un podcast pour me divertir, j'avoue que me faire balancer des idéaux à la gueule toutes les 5 secondes, ça m'emmerde. Qu'on me laisse regarder le contenu politique que je veux et qu'on me laisse me faire embrigader comme je veux. Ah mais... Enfin bref, il est que j'ai vu apparaître Ethan dans l'émission de Steven Crowder. J'en entends déjà me dire que leur avis politique va complètement à l'encontre de ceux de Steven Crowder, mais sachez que là n'est pas la question. Lors de cette émission donc, Steven s'épouvante et se moque de cette phrase dite par Ethan. There's this program, and people have been asking us to address it. And you may not be familiar with it. H3H3. The guy's name is Ethan, and we laughed not long ago about him saying that people shouldn't think about critical scientific and medical issues. This was the clip which got him upset. I don't think I've ever seen a more perfect encapsulation of groupthink and discouraging any sort of critical thinking whatsoever and laughing about it with no self-awareness. This is my favorite clip of the year. Let's roll it. They said you gotta wear a mask, so I'm out there wearing a mask. Yeah. Wow, big deal. And then now they say, you know, if you're outside, you don't Wait need to for wear it. a mask. It's pretty simple. You wanna talk about who's dumb? Yeah, I mean, the CDC is like this whole governmental body with scientists and that just tell us what to do. You don't have to think about it, dude. Pour les non-parleurs d'anglais de seconde zone et pour les plus feignants qui ne se sont pas donné la peine de regarder les sous-titres, permettez-moi de traduire dans la langue des Molières. À la question « Est-il sain de remettre en question les recommandations du gouvernement lorsque ceux-ci sont des incompétents notoires ?» Ethan Klein te dit « They just tell us what to do. You don't have to think about it, dude. » T'as même pas besoin d'y penser, mec. Je répète,
T'as même pas besoin d'y penser, mec. Bienvenue sur la chaîne Geoffrey Quantum Games, je suis Geoffrey, et je vais vous parler du danger du scientisme. D'abord et avant tout, monsieur le professeur, on ne vous oubliera jamais certes, mais qu'en est-il de quoi? Qu'est-ce que c'est que le scientisme? Hein, ça veut dire quoi, ça, exactement? Selon le site du Centre national de ressources textuelles et lexicales, qui est un site dont les définitions sont vraiment fournies et utiles, on peut lire que le scientisme est l'attitude consistant à considérer que toute connaissance ne peut être atteinte que par la science, ou particulièrement les sciences physico-chimiques, et qui attend d'elles la solution des problèmes humains. Comprendre par là qu'il y en a là dehors qui pensent que si tu viens développer un deuxième cancer sur ton sida, alors que tu viens de te faire amputer de tous tes membres parce que t'avais la gangrène, bah ça s'explique par les maths et la science, et que de ce fait, tu devrais pas être déprimé, pas même triste ni heureux. Juste ça s'explique, c'est comme ça, c'est tout. Le scientisme veut donc faire en sorte que chacun des problèmes que rencontre l'humain puisse être expliqué logiquement et que chacune des solutions soit reliée à la science. Alors, sur le papier, l'idée est bonne, pour de nombreux domaines même, mais j'ai envie de penser que, généralement, c'est quand même sacrément de la chiasse comme manière de penser. Ah oui, je suis complètement biaisé, ça c'est sûr, mais bon, je me cache pas de l'être. Après, je dis que l'idée peut être plaisante sur de nombreux points, mais en réalité, il y en a que quelques-uns, je pense, qui peuvent être utiles. La méthode scientifique, qui est utilisée dans de nombreux domaines, notamment dans le domaine médical, plus particulièrement dans les études menées en laboratoire, est la méthode la plus sûre dans la résolution des problèmes liés à l'élaboration des soins. Pas obligatoirement la méthode qui garantit 100% de réussite dans chacun des cas, néanmoins c'est la méthode qui se trouve être la plus efficace. Pour parler de l'utilité de la méthode scientifique, prenons l'exemple de la sangsue et plus précisément de l'iridothérapie. Thérapie qui consiste dans le fait de soigner un patient en appliquant sur sa peau des sangsues. La sangsue n'étant rien d'autre qu'un ver invertébré se nourrissant du sang des êtres humains ou animaux sur lesquels elle s'agrippe grâce à leur mâchoire. L'iridothérapie, ou l'utilisation de sangsues, est une méthode médicale utilisée depuis l'Antiquité. Fait amusant, au Moyen-Âge, on utilisait ça tant et tant qu'on a fini par en avoir des pénuries, jusqu'à même faire des élevages quasi industriels de la chose. C'est dire à quel point c'était la méthode. La prescription de la sangsue, c'est l'équivalent aujourd'hui de prescrire du Doliprane. Comme ça, t'es malade? Bah, prends du Doliprane. Comment ça? C'est une maladie ultra contagieuse qui se répand sur tous les continents? Bah, prends du Doliprane. Puis reste au lit surtout, hein. Et visiblement, de ce que j'en ai lu, il y avait pas mal de bénéfices. On pourrait se dire que, à une époque où la moyenne d'âge c'était 25-30 ans, se foutre des bestioles qui sucent le sang alors qu'elles vivent dans des eaux stagnantes et des marais, c'est peut-être pas la meilleure des idées, mais il y avait visiblement des bénéfices. Je vous invite à lire les quelques articles que j'ai mis en description. Pour ce qui en est de la méthode scientifique et des sangsues, la méthode scientifique permet de faire des recherches et de se poser 5 minutes pour dire « Bon, est-ce que ce qu'on fait là, c'est vraiment optimal comme manière de faire ?» Parce que si ça se trouve, on est en train de chier dans la colle comme jamais et on s'en rend pas compte. Et c'est en faisant des recherches qu'effectivement on s'est rendu compte que l'utilisation de sangsues n'était pas la meilleure des idées, pour une raison toute bête. La sangsue est un organisme vivant, et comme quasiment tous les êtres vivants, elle peut être porteuse de bactéries. Les bactéries, ce sont ces micro-organismes unicellulaires qui vivent partout. Tiens, là, toi, en tant qu'être humain, il y a environ 38 000 milliards de bactéries dans ton corps. Est-ce que ça veut dire que tu portes mal pour autant? Non, parce que toutes les bactéries ne sont pas obligatoirement des virus. Et comme dit plus tôt, une sangsue, ça vit dans les eaux douces, dans les rivières à cours lents, dans les eaux stagnantes et dans les marais. Et on ne le répétera jamais assez, les eaux stagnantes, faut pas toucher. Faut pas boire surtout. Et du coup, là je vais me permettre de vous raconter une petite anecdote. Il y a un peu plus d'1 an, on prépare un barbecue avec ma famille et leurs proches. Nous sommes dans notre jardin, nous sommes éloignés de tout, à savoir eau potable, etc., électricité. Je me prépare à faire le barbecue,
manque de peau, on n'a pas de petit bois. Qu'est-ce que je fais? Je prends ce qu'il y a de plus proche, à savoir une cagette. Donc vous savez, c'est les trucs là où on transporte et il y a des agrafes partout. J'arrache la cagette, paf, je m'entaille sur toute la longueur du bras, comme ça. Comme je l'ai dit, nous n'avons pas d'eau potable ni rien, même pas d'alcool ou quoi que ce soit pour pouvoir désinfecter. Qu'est-ce que je fais? Je prends un chiffon, je prends de l'eau stagnante, parce que c'est de l'eau récupérée, de l'eau de pluie, et j'essuie. Et je me dis, bon, ça va passer. Résultat des comptes, 1 an après, j'ai une cicatrice sur le bras. Voilà. Les eaux stagnantes, donc, sont de véritables nids à bactéries. Alors tu te doutes bien que les mecs, lorsqu'ils se sont rendus compte que les sangsues vivaient leur meilleure vie dans des simulacres de rêve party pour bactéries, ils ont réfléchi à 2 fois avant de s'encarrer sur les fesses pour soigner leurs hémorroïdes. Autant saigner du cul de 3 jours, plutôt que d'y voir pousser la faune et la flore de l'Amazonie. Ça n'est que mon avis. La méthode scientifique, dans le domaine médical et a fortiori dans d'autres domaines, est plus qu'utile, voire même nécessaire, pour assurer l'optimisation des conditions de vie de l'être humain, et pourquoi pas même de toutes les espèces vivantes sur Terre. La méthode scientifique et le scientisme donc partent du postulat qu'on peut arriver à ce genre d'optimisation des conditions de vie, si tant est de croire que nous ayons en notre possession les connaissances nécessaires. Mais les connaissances ne sont pas immuables. Comprendre ici que toutes les avancées majeures qu'a pu faire l'humanité, ce n'est pas juste parce qu'elle savait des choses. C'est parce qu'elle savait des choses et parce qu'elle voulait en savoir plus qu'elle a réussi à faire des avancées. Attention, nous entrons en terre hostile. Nous entrons dans le domaine où très peu s'aventurent, nous entrons sur les terres de la remise en question. Il y a donc de ces connaissances qu'on acquiert par soi-même, par apprentissage, qui font de nous les hommes et les femmes que nous sommes, qui nous construisent en tant qu'individus, et il y a de ces connaissances qui ne nous sont pas directes. Les connaissances que nous laissons aux autres le soin d'être approfondies, afin que ces derniers puissent ensuite nous les transmettre. Si on prend la peine de prendre un exemple, chacun sait, en regardant le ciel, que lorsqu'on voit des nuages, en fonction de leur forme, on peut plus ou moins se dire que celui-ci apporte la pluie ou non. Nimbostratus, cumulonimbus, tout ça, bon. Est-ce que cela dit, ça fait de chacun d'entre nous des météorologistes capables de faire la météo 1 à 2 semaines en avance? Bien sûr que non. Des personnes dont c'est le métier, des personnes qui ont dû faire des études dans le domaine spécifique de la physique et de la chimie, et qui ont à leur disposition des moyens conséquents, observatoires, données météorologiques de pays étrangers, etc., sont en mesure de prédire le temps qu'il va pouvoir faire pour le lendemain, ainsi que pour les prochains jours. Pour autant, peut-on dire que les bulletins météo ont toujours raison quant à leurs prévisions? Selon des études, ça vaut ce que ça vaut, il semblerait que la plupart des bulletins météo sont à 90% sûrs pour le lendemain. Attention, la subtilité est là, mais il faut la saisir. Ce ne sont pas les bulletins météo sont sûrs à 90%, c'est les bulletins météo ont eu raison à 90% après coup. C'est pas la même chose encore. Ce que je vous dis en prenant cet exemple, c'est que pour une chose toute simple comme le temps qu'il fait pour le lendemain, malgré la débauche de moyens mis à disposition des météorologistes, il existe une marge d'erreur. Alors que pourtant, les mecs, ils ont tout ce qu'il faut. Ils ont des appareils très performants permettant de calculer jusqu'au poids d'un nuage, mais ils se trompent quand même 10% du temps pour le lendemain. 10% c'est pas rien. Et là, attention, j'aimerais vous poser une question qui n'est pas une question piège. Si c'est le travail de personnes depuis des milliers d'années, parce qu'on remarque que les premières études météorologiques datent de l'Antiquité, réussissent à se tromper 10% du temps seulement sur le lendemain. Qu'en est-il de personnes qui sont mis au devant d'un virus tout à fait nouveau? Après, comme on me l'a fait remarquer, c'est une comparaison un peu foireuse, mais bon voilà, j'ai envie de vous dire, faut suivre. C'est juste l'idée, faut suivre un peu. Voilà, ça va suivre son chemin, t'inquiète. Et là, pour passer à autre chose, mais pour enrayer vers la suite, je vais vous raconter une petite histoire, parce que je sens que je suis en train de vous perdre. Au début du XXe siècle, les vendeurs de tabac commencent à voir leur commerce s'écrouler. En effet, lorsque la consommation de tabac fut l'objet d'observations au tournant des années 30, les compagnies de cigarettes ont commencé à utiliser l'image du docteur dans leur publicité.
Sans vergogne et sans une once de regret, les marques et les publicitaires ont utilisé la figure d'autorité du docteur pour vendre les bienfaits de la cigarette pour la santé. La question est-il raisonnable de remettre en question l'avis des experts? La réponse, selon moi, ce n'est pas tant l'avis des experts qu'il faut remettre en question, mais plus qui transmet ses avis. Nous en sommes arrivés à une relativité de l'éventualité, où le pourcentage d'éventualité d'un événement devrait être la seule chose à être pris en compte. La possibilité qu'un astéroïde vienne s'écraser sur la Terre et de tout détruire est mince, mais elle est existante, elle est réelle. Je ne dis pas qu'on doit s'en soucier de tout temps, en être submergé d'effroi chaque fois que le jour se lève. Je dis qu'il faut en être conscient. Être conscient qu'une chose peut arriver, ça prépare un peu mentalement. Ça permet à une personne consciente d'éventuellement être sur ses gardes, là où une personne qui vit dans l'obscurantisme le plus total sera paniquée à coup sûr. Remettre en question une voix qui fait preuve d'autorité n'est pas un mal. Et c'est là tout le problème que d'assigner le titre de complotiste à n'importe qui, c'est que ça englobe beaucoup trop de personnes et beaucoup trop de choses pour que ça puisse être d'un quelconque intérêt. Le mec qui décide de vivre dans un sous-sol pendant le reste de sa vie à partir du moment où il a vu un documentaire totalement obscur sur internet, il bouffe des boîtes de conserve toutes les journées et boit sa pisse avec un cap... Le mec qui décide de vivre dans un sous-sol, à la suite d'un documentaire, il s'est dit ça y est, c'est bon, il faut que je vive dans mon bunker. Il bouffe des boîtes de conserve toute la journée, il boit sa pisse, il se met un chapeau en aluminium sur la tête. Oui, lui, c'est un allumé du bocal, c'est un complotiste, c'est tout ce que tu veux, bien sûr. Le mec qui te dit qu'éventuellement, bah là je mâche sur la plage, y a personne sur les environs, est-ce que c'est bien nécessaire que je mette un masque? J'ai envie de te dire que lui, oui, non, ça va encore, il y a quand même des raisons de se poser des questions. Remettre en question une voix qui fait preuve d'autorité, c'est sain. Tant que c'est pas obsessionnel et compulsif et que c'est motivé par la présence flagrante d'abus et de restrictions de liberté, c'est sain. Je vais vous faire part de cette citation de Jiddu Krishnamurti, un penseur indien du XXe siècle. Ce n'est pas un signe de bonne santé mentale que d'être bien adapté à une société malade. J'aimerais également vous parler de la tendance des gens à ne plus imaginer. Je ne prétends pas en disant cela être une personne très créative, mais je pense être en mesure de pouvoir discerner certaines choses. Il m'apparaît complètement fou de me dire que les gens soient tout aussi crédules à l'idée que les gouvernements mis en place ne font pas tout ce qu'il est en leur pouvoir pour contrôler un peu plus chaque jour la vie des gens. Comme s'il était impensable de croire que ces personnes puissent faire ça volontairement, car cela relèverait dès lors de la malfaisance. C'est déjà le cas en réalité. Mesdames et messieurs, je vous invite à remonter le temps, à peine un peu plus d'un an en arrière. Bon, je sais, c'est pour des conditions particulières, mais c'est quand même le cas. Imaginez-vous à parler à votre moi du passé et lui expliquer toutes les mesures qui ont été mises en place. L'image est surréaliste. La ville a été placée en quarantaine. 11 millions d'habitants sous cloche. Il y a quelques semaines, l'Europe nous regardait terrifiés, cloîtrés dans nos appartements. Aujourd'hui, c'est nous qui voyons l'Europe emmurée par la peur. Depuis ce midi, 67 millions de Français sont officiellement confinés chez eux. Les Français n'ont plus le droit de sortir de chez eux. 66 millions de personnes ont entamé le premier jour d'une nouvelle vie. Rappel à l'ordre avec ces drones équipés de mégaphones. Le drone vous surveille. C'est pas le moment de jouer aux cartes, rentrez chez vous. Attention, ceci n'est pas un film de science-fiction angoissant. Ce drone survole scrupuleusement le champ de Mars. 1 mètre entre chaque personne de sécurité. Cet arsenal technologique anti-Covid-19 fait désormais partie du paysage chinois. Une caméra thermique capable de détecter la température de toutes les personnes qui entrent dans le bâtiment. Cette femme vient rendre visite à sa mère qu'elle n'a pas vue depuis 2 mois et découvre pour la première fois cette caméra thermique. Le fameux code de santé QR est exigé partout depuis le déconfinement, à l'entrée des résidences ou des centres commerciaux. Et il a intérêt à être vert. Une surveillance massive dans un état autoritaire. Dès le 21 juillet, le pass sanitaire sera étendu aux lieux de loisirs et de culture. Je ne vous dis pas de crier à la conspiration à chaque fois que l'occasion se présente, mais de grâce, ne finissez pas comme Ethan Klein à vous dire que s'il existe un sujet auquel vous devriez réagir, vous n'avez même pas besoin d'y penser. Quelqu'un d'autre le fera pour vous. Pour ce qui est du scientisme, à savoir qu'on essaye de résoudre chacun des problèmes de l'humain via la science,
J'ai envie de penser que cette philosophie de vie n'est pas applicable tout le temps en fait. Les questions sociales, philosophiques que cette pensée soulève sont complètement incroyables. Imaginez la chose. Il a été avéré par des études que les jeunes adultes, les 20-30 ans, ont de plus en plus de mal à se lancer romantiquement parlant. À savoir que ces derniers considèrent que de construire une relation, que de rencontrer des gens, tout cela devient trop difficile et ils préfèrent donc y renoncer. Les hommes et les femmes n'ayant pas la même visibilité sur le terrain de la romance, certains hommes en arrivent même à l'idée qu'il est inutile de s'épanouir dans quoi que ce soit qui ait un rapport au personnel et même parfois au professionnel. S'il était admis, grâce au scientisme, qu'il existait des méthodes pour pallier à ce déficit d'amour chez les êtres humains. Nous pourrions tout mettre en place pour faire en sorte que tout le monde trouve chaussure à son pied. Il n'y aurait plus aucune place pour le hasard, les rencontres fortuites ne déboucheraient sur aucune relation puisque la personne adéquate, pour chacun d'entre nous, est déjà toute trouvée. La culture n'aurait plus besoin de se nourrir de la romance, les rencontres seraient optimisées pour être parfaites et automatisées. Je sais pas pour vous, mais moi, ça me fait pas rêver. Croire aveuglément une personne, un organisme ou une institution, je ne dirais pas que c'est une bonne ou une mauvaise idée, je dirais juste que, grâce aux observations qu'on a pu faire des événements du passé, ça ne peut que mener vers un totalitarisme idéologique dont il sera très dur de se dépêtrer. Surtout si celui-ci est fait au nom du bien. Je le répète, je ne vous dis pas de rejeter toute idée parce qu'elle vous paraît contraire à vos idéaux, je vous invite juste à faire preuve de bon sens. Et par tous les moyens, faites-le pour améliorer votre vie, celle de votre famille et de vos proches. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo en entier. Elle est maintenant terminée et je vous inviterai donc à mettre un like, un dislike ainsi qu'un commentaire et de vous abonner. C'est grâce à ça que je peux espérer un meilleur référencement sur YouTube. C'est grâce à ça que je peux espérer avoir plus d'opportunités et vous offrir encore plus de vidéos. D'ici là, à la prochaine vidéo où on va parler de jeux vidéo, on y revient. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, salut!